J'espère que vous allez bien. Mon nom est Carl-Edouard Michel. Je vais être le modérateur pour ce panel qui va parler de l'IA, mais aussi du jeu vidéo. Donc, ça va être une belle conversation. On a un beau groupe avec nous de panélistes pour parler justement de l'IA dans le monde du jeu vidéo. Donc, je vais commencer par vous les présenter, chacun d'entre eux, et puis après, ils vont pouvoir vous dire qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Je commence par introduire Ben Mathès, qui est Studio Head de Rovio Montréal. Bonjour. On a Maude Bonenfant, professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Bonjour. On a Philippe Gagnon, cofondateur et chef de la technologie chez mywaverly.com. Bonjour. Yves Jacquier, directeur exécutif de La Forge chez Ubisoft. Bonjour. Et on a Janice Bailey, directrice scientifique des fonds de recherche du Québec. Bonjour. Parfait. Alors, un très beau panel, comme je vous dis. Je vais commencer peut-être par Ben. Je peux peut-être te présenter un peu, nous dire qui tu es, mais aussi qu'est-ce que tu fais. Bonjour tout le monde, je suis Ben Mathès. Je m'excuse en avance. Parfois, peut-être je vais répondre en anglais parce que le français, c'est pas ma langue maternelle. Je suis né en Toronto. J'ai déménagé il y a 30 ans, donc j'ai fait la plupart de mes études, puis mon travail, c'est à Québec, mais même avec ça, je suis encore un anglophone. Je suis le gérant de Rovio Montréal. Ça a été fondé il y a 2 ans. Avant de ça, j'ai travaillé à plusieurs compagnies de jeux vidéo Ubisoft pendant 5 ans sur les projets, les marques comme Prince of Persia puis Assassin's Creed. Après ça, j'ai travaillé à une compagnie qui s'appelle Warner Brothers Games, aussi ici à Montréal, sur le franchise de Batman. Après plusieurs années dans le monde du jeu vidéo, j'ai quitté pendant à peu près 5 ans pour travailler dans les autres secteurs technologiques sur des projets social media, puis AI, puis gamification, puis comme plusieurs apps différentes comme ça. Puis finalement, j'ai décidé de retourner à les jeux vidéo. Le but de le studio de Rovio Montréal, c'est vraiment d'essayer de faire des projets nouveaux. Rovio est une compagnie qui est bien connue pour la marque Angry Birds, peut-être tu connais. Angry Birds a été téléchargé plusieurs de 5 milliards de fois, donc c'est pas mal une marque grande avec plusieurs succès. Mais ici à Montréal, on essaie de faire quelque chose de différent. C'est pas nécessairement juste comme créer un nouveau IP, qui est même ça, un gros défi. Mais pour essayer penser et regarder les grands trends dans le monde de l'entertainment et jeux vidéo et qu'est-ce qui va arriver demain et dans les années qui arrivent. Et pour cette raison, Montréal a été comme un endroit obvious pour la fondation de le studio parce que clairement, il y a des gens qui sont vraiment forts dans le monde du jeu vidéo de console et PC, mais aussi les téléphones cellulaires, aussi AI, etc. Donc, on a pensé que si on va faire quelque chose qui est comme un peu d'un mélange de tout ça pour essayer d'explorer c'est où le monde du jeu vidéo va aller dans les années qui suivent, Montréal est comme le place parfait pour ça. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Philippe Gagnon, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je suis Philippe. Moi, j'ai travaillé chez Ubisoft, 16 ans. On est quelques-uns ici à avoir travaillé chez Ubisoft. Surtout sur uniquement, durant toute ma période chez Ubisoft, j'ai travaillé sur la franchise Far Cry, qui est une super franchise pour les AI, les comportements, le monde ouvert. J'ai eu beaucoup de fun là-dessus. J'ai travaillé dans le graphique, j'ai travaillé aussi en AI. Puis, depuis 2 ans, j'ai quitté Ubisoft. J'ai décidé de voler de mes propres ailes. J'ai cofondé Waverly AI, qui est un peu aux côtés du jeu vidéo, là, mais on utilise quand même l'AI. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est
Dans le fond, ce qu'on fait, c'est on fait une application de lecture sur mobile où les gens ils peuvent décrire leur feed, qu'est-ce qu'ils veulent comme fil de nouvelles. Et nous, avec l'intelligence artificielle, on analyse ça, puis on donne chaque jour du contenu. Donc, en quelque sorte, les gens écrivent leurs algorithmes pour avoir leur contenu. Donc, c'est à peu près ça qu'on fait. Je pense que j'en ai moins un petit peu que... Pas mal à dire quand même. Je pense que j'ai fait le tour du jardin. J'ai découvert un peu plus tôt en parlant que Far Cry, je suis un fan du jeu, puis des comportements que j'ai eus en jouant à ce jeu-là avaient été développés, travaillés avec, évidemment, sur les AI par rapport à le jeu. Donc, bien intéressant d'en apprendre beaucoup plus. Sur Far Cry 3, oui. Sur Far Cry, exactement. Janice? Oui, merci beaucoup. Donc, je suis un peu la personne qui n'a partagent la même expertise que les autres. Et ici, moi, je suis la directrice scientifique des fonds de recherche de Québec en nature et technologie. Donc, nous sommes un organisme subventionnaire provincial. Puis, il y a 2 autres fonds sœurs, un en santé, puis un en société et culture. Puis, on travaille tous ensemble avec le scientifique en chef, Rémi Carillon, qui d'ailleurs, je remplace aujourd'hui. Il a un petit enjeu de sa gorge, qui ne peut pas parler. Donc, je suis ici pour lui. Mais mon rôle, je pense, aujourd'hui ici, c'est pour essayer de souligner l'importance de la recherche et valoriser le milieu de recherche qu'on a ici au Québec, à Montréal, grâce vraiment à Ubisoft. Mais c'est une historique qui a commencé. J'ai bien saisi que ça a commencé même avec les mathématiques fondamentales il y a 40 ans. Puis c'est ça où ça a développé vers l'intelligence artificielle. Puis nous sommes connus mondialement pour une expertise là-dessus. Puis qui a les applications, évidemment, dans les jeux vidéo qui sont vraiment intéressants. Puis notre recherche aussi, on finance beaucoup la recherche fondamentale parce qu'on a eu besoin de cette recherche fondamentale mathématique pour permettre qu'on soit ici aujourd'hui. Mais en même temps, il y a aussi un type de recherche appliquée qui peut être faite en collaboration avec le milieu privé. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment un mariage intéressant, puis enrichissant. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup La Forge, puis on vous salue vraiment avec ça. Et de plus aussi, ce type de recherche appliquée souvent pour vraiment faire une recherche qui va solutionner des enjeux ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une recherche qu'on dit intersectorielle. Donc, ça prendrait comme des STEM ou sciences quelque chose, ainsi que les humanités, exemple. Donc, je trouve que c'est ce genre de maillage qui est très riche. Une autre chose qui intéresse beaucoup les fonds de recherche de Québec, c'est la responsabilisation ou utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Puis, on a financé avec le ministère de l'Économie et Innovation, il y a quelques années, le OBVIA. Donc, j'ai écrit qu'est-ce que ça veut dire. Le OBVIA, c'est l'Observatoire pour c'est l'Observatoire international sur les impacts sociaux et de l'intelligence artificielle et du numérique, OBVIA. Donc, ça, c'est vraiment un observatoire qui est multi-institutionnel basé à Québec qui vise à responsabiliser tous les enjeux de IA et je pense qu'il y a beaucoup de place pour les jeux vidéo. Puis auparavant, on en a discuté ensemble, puis j'espère qu'on va commencer à parler de ça un peu aujourd'hui. Puis, en tout cas, je suis ici comme soutienne Montréal et aussi pour écouter puis être ici. Je trouve que c'est important parce que la recherche contre subvention, c'est la recherche publique. Ça vient des payeurs de taxes. Donc, je pense qu'il y a quand même une importance l'importance d'avoir un discours avec le public en ce qui concerne ce type de recherche. Donc, parfait. Merci. Yves? Bonjour. Donc, je m'appelle Yves Jacquier. Il y a 25 ans à peu près, j'ai commencé ma carrière dans la physique des particules et la musique. Et donc, très logiquement, ça m'a amené dans les jeux vidéo, après être passé par d'autres domaines comme le milieu médical ou les télécoms. Et puis, j'y ai trouvé une richesse que je soupçonnais pas. J'étais pas gamer, moi, au départ.
Mais j'ai découvert en fait que dans le jeu vidéo, on était un peu le point central de plein de défis différents. Des défis de créativité, des défis artistiques, des défis technologiques, et puis aussi des défis propres aux sciences sociales, aux communications, à tout ce qui est nos interactions virtuelles en ligne. Il y a maintenant 6 ans, on a eu une idée un peu folle à Montréal, dans une industrie qui a l'habitude de communiquer quand un produit est sorti, quand des innovations ont été implantées dans des jeux. On a décidé de faire l'inverse. On a créé un laboratoire qui s'appelle La Forge et qui est un laboratoire de recherche. On a pris des gens du milieu académique, on a pris des gens d'Ubisoft pour travailler ensemble sur des éléments de recherche publique. On publie régulièrement et par extension, on a commencé à montrer des technologies qui n'étaient pas encore implantées dans des jeux. Et ce faisant, on pense qu'on a influencé l'industrie du jeu qui devient de plus en plus transparente sur ces technologies, sur ces pratiques. Et puis maintenant, La Forge a 6 ans. C'est un modèle qui est en train de s'exporter au niveau mondial. On est très sensible à toutes ces questions d'interdisciplinarité dans la recherche. On veut s'assurer que quand on crée des innovations, d'abord elles vont avoir de la valeur pour les créateurs et pour les joueurs, mais aussi de s'assurer qu'on ne va pas avoir d'effet de bord. Donc quand on a une innovation, moi ce qui m'intéresse, c'est de nous assurer qu'on accompagne les gens qui vont vivre avec ces innovations, que ce soit des professionnels, que ce soit des joueurs, ou que ce soit la société, parce que comme Janice le disait, une grosse part de cette recherche-là est publique, et puis c'est important de pouvoir dialoguer avec tout le monde de tout ça. Voilà. Et je suis très très content d'être ici, puis je suis très très content d'être avec vous. Merci beaucoup Yves. Maude? Oui, bonjour, Maude Bonenfant. Donc, je suis professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Je suis docteur en études sémiotiques. Donc, je m'intéresse beaucoup à la production du sens, donc à l'expérience des joueurs en jeu. Je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les données massives et les communautés de joueurs. Donc, je fais le pont entre les études sur la surveillance et les études du jeu. Et je m'intéresse particulièrement à l'utilisation de l'IA dans le contexte du jeu. Je vois les aspects très positifs parce que je suis moi-même joueuse, donc je vois ce que ça peut apporter. Mais d'un point de vue de la recherche, bien sûr, j'essaie de voir les points plus à risque et de faire de la recherche sur ces éléments-là. Donc, présentement, j'ai entre autres un projet de recherche sur les jeux mobiles et donc comment on utilise l'intelligence artificielle dans le contexte du jeu mobile. Merci beaucoup, Maude. Alors, j'aimerais commencer la discussion. Donc, je vais séparer la discussion en 3 sujets, si on en veut, ou 3 sauts. Le premier, ça va être sur l'impact et les métiers. Donc, l'impact de l'IA aussi sur les métiers. L'expérience des utilisateurs. On va parler beaucoup de ça. Et aussi, on va parler de gouvernance. Donc, j'aimerais commencer. Je vais vous lancer une question très large et puis on va continuer la conversation là-dessus. Est-ce que l'utilisation de l'IA change la nature du divertissement dans le jeu vidéo en ce moment? Est-ce qu'on voit un gros impact dans l'IA? Qui veut commencer? Je peux y aller? Oui, vas-y, Maude. J'allais... Vas-y, Maude. On veut tous être polis, laisser la parole à l'autre. Je pense que oui, il y a vraiment des apports de l'IA dans le contexte du jeu vidéo, entre autres pour la génération procédurale de contenu. Déjà, on produit, on crée du contenu grâce à l'IA, autant de l'espace, de la musique. On parle maintenant aussi d'agents conversationnels en jeu. Donc, il y a une génération de contenu là qui peut être vraiment très dynamique, où on peut aller chercher de l'information sur le joueur, sur son comportement, puis adapter le contenu du jeu. Donc, ça peut rendre le jeu vraiment dynamique. Ça fait longtemps que ça existe. Là. Par exemple, on va adapter la difficulté du jeu. Par exemple, vous avez des personnages non-joueurs qui sont là, ou on va changer leur positionnement, ou des éléments comme ça. Donc, ça fait longtemps qu'on fait ça, mais là, on va plus loin. Là, c'est vraiment une génération de contenu qui peut avoir cours. Donc, ça, c'est un élément qui est vraiment intéressant dans l'expérience du joueur. Par
contre, à l'inverse, bien évidemment, quand on va trop dans de la personnalisation, on peut se poser des questions en termes justement de quel type d'expérience on est en train de créer, c'est-à-dire si on base la génération de contenu par le comportement du joueur, puis qu'on lui envoie du contenu en fonction de son comportement, bien son comportement va renvoyer de l'information à l'IA qui va générer du contenu en fonction de son comportement. Et là, on tombe dans une boucle là, qui peut être presque tautologique. Et puis, ça peut créer un certain repli là, dans l'expérience, alors qu'on sait que quand on est joueur, on aime ça être surpris, on aime ça sortir de notre zone de confort. Donc, il faut voir comment on peut adapter les algorithmes d'intelligence artificielle, justement, pour pas fermer dans une bulle. Hein. On parle dans les médias sociaux numériques de bulles de filtre, mais on peut penser la même chose là, dans un contexte d'une expérience de jeu. Et là, il faut réfléchir là, au ballon qu'on a entre intégrer les comportements, les données sur les comportements des joueurs dans la génération procédurale de contenu, puis balancer une expérience qui est quand même innovante et surprenante. Peut-être pour ajouter à ce que dit Maude, important aussi de comprendre que de l'intelligence artificielle dans les jeux, il y en a depuis que les jeux vidéo existent. Hein. En fait, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est un système qui va prendre des décisions qu'on qualifie de l'extérieur de qualité humaine, donc qui nécessiterait un humain. Alors, souvent, dans le jeu vidéo, on triche pour faire ça. On a l'impression que les personnages font quelque chose parce qu'ils ont pris une décision, mais ça peut être scripté. Donc, on est beaucoup dans ces dynamiques-là. Traditionnellement, l'intelligence artificielle, c'est des lignes de code avec des conditions qui disent s'il se passe ça, alors fais ça. Et puis sinon, fais autre chose. La vraie révolution, puis ce qui est vraiment en train de changer en ce moment, puis je pense que vous l'avez entendu plusieurs fois depuis quelques jours, c'est tout ce qui est associé aux données, donc tout ce qui est apprentissage machine ou machine learning en anglais. Parce que là, au lieu de dire au système quoi faire et d'avoir un contrôle sur ce que le système fait, on lui montre des exemples et on l'invite à prendre ses décisions basées sur toutes ces données-là qu'on lui montre. Alors, pour faire ça, nous, on a divisé les impacts de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo de 3 manières, selon ce qu'on vise derrière. Le premier, c'est l'assistance au créateur. Alors, j'insiste là-dessus, c'est pas l'assistance à la création, c'est l'assistance au créateur. On veut que le créateur reste en contrôle, mais on veut utiliser ces nouveaux systèmes-là pour lui faciliter la vie, pour automatiser certaines parties du travail qui sont peut-être moins intéressantes. La deuxième partie, c'est ce qui va permettre de rendre, par exemple, des montres virtuelles plus crédibles. On sait maintenant que les systèmes d'intelligence artificielle basés sur le machine learning peuvent, par exemple, simuler des physiques très complexes en temps réel. Par exemple, si on veut faire de la fumée ou du feu interactif en temps réel dans un jeu vidéo, sans tricher, ça peut être très lourd. L'intelligence artificielle permet de créer des mondes plus crédibles, plus divers et plus intéressants. Et puis le troisième axe, c'est quand l'intelligence artificielle participe directement à la qualité de l'expérience des joueurs. Donc ça peut être par exemple en nous assurant qu'on met ensemble des joueurs qui vont avoir du fun à jouer ensemble dans des jeux multijoueurs. Ça peut être des expériences personnalisées et puis ça peut être tout ce qui vient autour dans l'écosystème du jeu, que ce soit les chats, etc. À chaque fois, le fait de garder en tête la finalité de ce qu'on fait, ça fait en sorte que la technologie derrière sera peut-être la même. C'est un système qui va prendre des décisions de qualité humaine, mais toujours en gardant en tête à quoi ça sert et qui ça doit aider au final. Comment est-ce qu'on va mesurer l'impact de ça dans notre jeu? Oui, merci. En fait, au cours des années, moi, j'ai travaillé 16 ans, comme je disais, sur la franchise Far Cry. On utilisait effectivement de l'intelligence artificielle. À ce moment-là, l'intelligence artificielle était, même ça commençait avec la forge à mettre du machine learning là-dedans, puis tout ça. Mais c'était plus la boîte de code que la boîte de ML. Puis, dans tous ces axes-là, en fait, il y avait une forme d'intelligence. Il y avait, au niveau du jeu, il y avait les NPC. C'est quand même assez intéressant. Puis, au niveau de l'AI, un des challenges dans le jeu vidéo, c'est de définir le but. C'est de définir le but d'un AI dans un jeu vidéo.
naïvement, les gens, souvent, ils pensent qu'on devrait aller tuer le joueur le plus rapidement possible. Mais si on fait ça, ça ressemble à des aimbots que les gens qui jouent aux vidéos connaissent. C'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Puis la définition de l'objectif d'un AI est vraiment un sujet qui est compliqué. Puis c'est pour ça que c'est difficile à implémenter. L'AI a été utilisé dans beaucoup d'autres technologies. Aujourd'hui, ce qu'est un jeu vidéo, c'est un défi qu'on accepte de relever volontairement. Mais pour que ce soit un défi, il ne faut pas se faire casser la gueule. Il faut que tu te sentes bon. Il faut que tu te sentes vraiment comme que tu es en train de t'améliorer, tu es dans un flow. L'AI, de la façon qu'on la code, c'est toujours de dire, OK, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être le plus crédible possible, que le joueur soit le meilleur, et tout en ce qu'ils ne sachent pas que c'est un peu du Hollywood, c'est un peu du cinéma qu'on fait pour que le joueur... L'AI, son but, ce n'est pas d'être la meilleure, pas comme nous, en fait. Je ne sais pas si ça cadre dans vos... aujourd'hui, dans vos recherches, dans ce que vous faites. Oui, définitivement. Quand on essaye de... C'est là que l'usage, par exemple, d'un bot dans un jeu est super important. Quand on va vouloir, par exemple, utiliser des bots pour tester des jeux, on va vouloir que les bots soient le plus performants possible pour le plus rapidement tester tous les cas possibles et puis trouver les failles dans notre jeu. Inversement, quand on prend des bots pour les mettre en face d'un joueur, on veut s'assurer que ça donne une expérience qui soit agréable et puis que le bot ne soit pas surperformant, mais au contraire ait un comportement qui soit intéressant pour le joueur. Donc les technologies qui sont derrière, le moteur peut être le même, mais ce qui va être le plus important, c'est l'intention en fait d'application de ces technologies-là. De mon côté, sur Far Cry, il y a une chose qui est intéressante dans cette licence-là. Puis comme personne en technologie, c'était super intéressant. Puis il y en a encore des challenges, je suis certain. C'est l'intentionnalité. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la relation d'intentionnalité de l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur, il a des choix, il peut faire ce qu'il veut. Puis la franchise, cette franchise-là, si tu veux monter la montagne, aller dans la vallée, tu as le choix. Puis dans la technologie AI, c'est un penchant qui est pas toujours, qui va pas toujours dans cette direction-là, parce que si je peux faire un parallèle avec une des premières réussites commerciales de l'intelligence artificielle, c'est nos feeds Facebook. OK? Puis là, dans l'intentionnalité, on est zéro. OK? On consomme un feed, on se fait observer. Quand on arrête de scroller, oh, il aime ça, on va y en donner plus. Mais si un jour on se lève puis on veut faire autre chose, on n'a pas de façon d'exprimer ça. Puis c'est comme un peu utiliser un autopilote. On n'a pas de problème à avoir un autopilote, mais s'il vous plaît, il faut pouvoir donner la destination. Puis c'est ce qu'on peut pas faire. Ce qu'on fait, par exemple, ce qu'on fait à Waverly, c'est qu'on peut écrire qu'est-ce qu'on veut comme intérêt. Puis c'est un peu la même chose qu'on essaie de faire au niveau des feeds. Puis pour revenir aux jeux vidéo, j'espère que la technologie ne sera pas utilisée dans le jeu vidéo pour créer des jeux faciles et que les franchises comme Far Cry vont rester avec... parce que c'est difficile. C'est vrai que c'est toujours plus difficile d'aller chercher l'intention du joueur. C'est un défi. Ça fait des expériences qui sont un peu moins séquencées, moins polish, comme on peut dire en français. puis c'est ça, c'est pas la facilité, mais j'espère que ça va continuer, puis j'espère que
parce que là, tu le penses en termes de performance, mais on peut le penser aussi avec d'autres critères, tu sais, par exemple en termes de créativité. Donc là aussi, ça ne serait pas nécessairement les mêmes types de jeux, ou pas les mêmes paramètres au sein du jeu, mais si on ne le pense pas en termes de performance, mais de créativité, bien, là où on en est, on est beaucoup dans plutôt de l'assemblage, c'est-à-dire qu'on va avoir des bases de données, puis l'algorithme d'intelligence artificielle va avoir une part dite créative par l'assemblage qu'il va faire, mais certains chercheurs, chercheuses, penseurs vont dire ça, c'est pas la vraie créativité parce que les règles sont déjà établies. C'est quand l'IA va être capable de remodeler ou de transformer les règles par lesquelles elle va aller faire de nouveaux assemblages. Là, on va vraiment parler de créativité. Et là, on peut rêver, on peut imaginer une IA qui créerait des règles, des mécaniques de jeu. Donc, présentement, la recherche est de ce côté-là. On n'est pas très avancé, mais c'est le rêve ultime. Ça serait vraiment le moteur de jeu qui fasse le jeu infini avec un travail, une transformation, une création sur les règles elles-mêmes. Et là, ce ne serait pas nécessairement en termes de performativité ou de performance qu'on pourrait le penser, mais vraiment en termes d'expérience créative nouvelle pour le joueur. Et là, il y a un aspect très prometteur et très idyllique, là, si on peut dire. C'est la belle partie de l'intelligence artificielle du point de vue de la créativité. Mais si on arrive à ça, est-ce qu'il y a un impact sur les métiers? Est-ce qu'il y a un impact aussi sur les entreprises si les jeux se font presque par eux-mêmes? Bien, c'est sûr, parce que si on le prend encore par la porte de la créativité, on aura l'occasion de parler sûrement d'autres corps de métier, mais du point de vue de la programmation, bien, du point de vue de la créativité, ce qu'on dit, c'est que ce ne serait plus nécessairement les concepteurs de jeux qui seraient les créateurs, ce ne serait plus les artistes, ce serait les programmeurs, parce que tout se passerait au plan de la programmation de l'algorithme. Et donc là, déjà, on aurait un passage du statut d'auteur, si on veut, qui irait vers le programmeur. Puis ensuite, bien, ça serait toute une panoplie de corps de métier là, qu'il faudrait réfléchir parce qu'on a tous les level designers et autres. Quand on parle de génération de contenu, puis si on parle même des règles de génération du contenu, bien là, on va quand même assez loin. Donc, il y aurait toutes sortes de métiers qui seraient voués à disparaître. Et est-ce que faire des jeux vidéo, ça serait que une gang de programmeuses qui pigeraient dans des bases de données? En fait, j'exclurais pas les programmeurs. À mon sens, n'importe quel métier, ça paraît contre-intuitif, mais n'importe quel métier qui se passe dans le numérique, où on reçoit des entrées, des demandes en numérique et on produit un résultat en numérique, peut être remplaçable éventuellement par l'AI. Des fois, on pense que laver la vaisselle ou les tâches ménagères seraient plus faciles à remplacer, mais malheureusement, c'est pas le cas. On aimerait ça. Mais même les programmeurs, faudrait probablement... Bien, l'intelligence artificielle remplace un gros tapon de code déjà, mais ça reste un métier où on produit beaucoup de traces numériques et c'est possible d'apprendre, c'est possible éventuellement de générer du code même. Puis là, on va laisser parler Yves de ce point de vue-là, mais pour l'industrie, c'est extrêmement tentant parce qu'évidemment, si on coupe des employés, bien, on baisse les coûts de production, on produit des jeux plus rapidement, à moindre coût. Et donc, c'est sûr qu'il faut aussi le penser dans un contexte néolibéral, d'économie, puis comment on pense le rapport aux employés et au travail. Ça, je pense que c'est un enjeu éthique plus large là, de l'intelligence artificielle, mais quel sera l'avenir du travail dans ce contexte-là d'efficience et de diminution des coûts. Mais ce qui est compliqué, en fait, là-dedans, moi, j'ai regardé un petit peu l'évolution des technologies dans ces dernières années, puis de voir comment ça avait pu transformer nos vies, là, de manière générale. Et il y a une statistique que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui dit qu'en 1995, il y avait 31 000 pages web, seulement. Pourquoi ? Parce que c'était le début du web et à l'époque, pour créer une page web, il fallait avoir des compétences en programmation, il fallait être capable de coder du HTML, il fallait être capable de mettre ça sur un serveur, donc il y avait une barrière à l'entrée qui était importante. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliards de pages et puis la plupart de ces pages-là, elles ne sont plus statiques, elles sont interactives ou au moins proposent un contenu riche aux visiteurs. Qu'est-ce qui a changé en fait entre les deux ? C'est que des outils ont permis à des non-spécialistes du web, à des non-spécialistes des technologies, de pouvoir facilement créer leur propre page web.
Ce que je crois, c'est que le machine learning et de manière générale la création de contenu numérique arrive à une nouvelle révolution par rapport à ça. On s'aperçoit aujourd'hui que certaines applications qui tiennent sur un téléphone permettent de scanner des objets et de les scanner et de les mettre immédiatement en 3D dans un monde virtuel. Ben ça change complètement nos manières de produire et nos manières de créer du contenu numérique, que ce soit dans un jeu, que ce soit à d'autres usages. Alors, ce que je pense fermement, c'est que c'est notre responsabilité aussi, en tant que corporation, d'aider les gens qui vont rentrer dans ces industries-là, mais aussi nos employés, à comprendre les limites de ces technologies-là, à comprendre où ces technologies peuvent les aider, et puis surtout de les accompagner là-dedans. Accompagner la transformation des métiers, parce que c'est pas vrai qu'on souhaite que les gens qui travaillent dans tous ces domaines créatifs deviennent obsolètes. On veut que ces systèmes-là aident nos créateurs à pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Donc peut-être que effectivement le métier de modeleur est en train de changer, qu'au lieu de passer du temps dans un outil avec une souris, etc., on va plutôt utiliser un téléphone cellulaire qui va faire 80% de l'objet qu'on va ensuite aller modifier. Mais pour arriver à faire ça, ça prend une transformation des métiers, non seulement une transformation des métiers, mais une transformation des manières collectives de travailler. Quand on crée un personnage, par exemple, ça fait intervenir 3 ou 4 métiers différents, entre des modeleurs, des animateurs, des designers de voix, par exemple. Tous ces gens-là, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils apprennent à travailler ensemble sur de nouvelles technologies, là où aujourd'hui, pour créer un personnage animé, on va pouvoir de plus en plus simplement récupérer des données avec de la capture, caméra, etc. Je pense que cet accompagnement des métiers est super important. Et ce que tu disais, Phil, tout à l'heure sur les programmeurs sont aussi dans ce bas-là. On a vu sur certains prototypes, par exemple, on a des prototypes qui permettent de prédire qu'un programmeur va commettre un bug. Parce qu'on a tout un historique de code de nos jeux. C'est la nuit. Et ouais. Donc, on a tout un historique justement de données de code et puis de bugs qu'on a créés, de bugs qu'on a corrigés. On a réussi à créer une intelligence artificielle qui est capable de prédire ça. Et puis au niveau technique, ça a super bien marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché, au début en tout cas? L'adoption. Parce qu'il n'y a personne qui veut se faire dire par une machine, et surtout quand on est quelqu'un d'expérimenté, on n'a aucune envie qu'une machine nous dise « attention, ton code là, il a 85% de chance de contenir un bug ». Donc il a fallu qu'on apprenne à travailler avec les programmeurs, et que les programmeurs aussi comprennent comment utiliser ces fonctionnalités-là, pour qu'au final, ça reste une expérience positive pour eux. Est-ce que je peux juste poser une question? Oui, oui. Parce que ici, c'est comme... Encore une question peut-être naïve, mais avec ce genre d'auto-apprentissage, si je peux utiliser cette expression ou quelque chose, puis les jeux qui deviennent plus et plus sophistiqués, comme toi tu avais dit, Philippe, il faut avoir une destination ou quelque chose, un objectif. Mais avec tout ce qui arrive là, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu quelque part qu'il y aura une mauvaise acceptabilité sociale? Les gens vont peut-être commencer à avoir peur de tout ça, de ce genre de directive. Peut-être les gamers sont corrects avec ça, mais peut-être les parents ou d'autres parties de la société sont... Il faut faire attention parce que, de façon générale, l'AI, c'est un outil. C'est un outil qui va faire ce qu'on veut. Les tracteurs, par exemple, ne sont pas dangereux parce qu'on sait qu'ils vont cultiver les champs. Tu sais, c'est un outil. Puis, j'avais, tantôt, il y avait des statistiques, j'ai une mauvaise mémoire, mais il y a beaucoup de monde à Montréal qui embarque dans cette industrie-là des AI. Puis, je crois que c'est important, puis c'est important pour le gouvernement, puis c'est important de tout le monde pour faire cette transition-là comme il faut. Puis une autre chose qui est importante, c'est au niveau business aussi. Moi, comme entrepreneur, ça m'affecte un peu, puis je trouve ça important que les gens soient préparés à ce qui s'en vient comme entreprise, parce que ces outils... Dans un sens, l'AI remplace un morceau de code. Okay? De façon générale, c'est un outil qui remplace un morceau de code. Mettons, on prend une AI, un agent dans un monde.
L'agent, dans un monde, quand on fait ça en code, il y a à peu près 200 fils de connectés dans ton moteur partout, sur l'animation, le graphique, la physique, c'est connecté. C'est comme avoir un morceau d'électronique avec 200 fils. Okay? Tu ne réussiras pas à leur plugger dans un autre jeu, généralement. Okay? Par contre, quand on s'en va en AI, parfois, les entrées et sorties changent. On a vu, par exemple, les AI sont capables de regarder une télé puis de jouer à un jeu. Alors là, il faut penser que ce n'est plus un morceau spécifique de ton jeu, mais tu as développé un vrai outil. Je reviens au tracteur. Tu as développé un vrai tracteur qui peut cultiver dans les champs. Puis il peut le faire chez vous, chez ton voisin, puis chez les autres. Puis je trouve ça vraiment important que les gens à Montréal, au Canada, soient conscients de ça. Puis si vous avez dans votre production, vous faites un jeu, vous découvrez un tracteur, un outil en termes d'AI, puis que maintenant, vous avez remplacé un morceau de code qui est compliqué puis qui est non transposable en vrai outil, bien, c'est important de l'exploiter, puis de construire une usine à tracteurs, puis ici, au Québec, parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui va construire cette technologie-là qui remplit un besoin qui est particulier. Parce que des fois, c'est très spécifique, le besoin que ça remplit. Ça ne va pas conquérir le monde, ça va juste prendre des entrées puis générer quelque chose. Comme, par exemple, DALL-E. DALL-E, je ne sais pas si vous connaissez, on donne une phrase puis ça nous génère, les exemples, c'est un sofa en forme d'avocat. Donc, DALL-E va pas conquérir le monde, là, il va juste générer des images. Puis c'est un outil, puis c'est important que si les entrepreneurs d'ici, qui soient dans une boîte de jeux vidéo, découvrent de ces outils, qu'ils les commercialisent. C'est mon petit côté entrepreneur. Non, mais je pense que c'est très important. Il faut bénéficier de tout ça et puis qu'on soit les entrepreneurs. Je trouve ça super. Puis avec l'économie, avec ça, je pense que la réflexion que j'ai, c'est que est-ce qu'il y aura comme une possibilité ou pas une possibilité. Est-ce qu'il faut vraiment travailler pour bien expliquer puis bien assurer qu'il y a une acceptabilité de ces technologies pour que ça crée pas une panique ou quelque chose, puis ça bloque l'utilisation ou l'application dans d'autres secteurs, dans les tracteurs. C'est sûr que on a vu beaucoup de dérapages d'AI, puis je suis sûr que Maude, dans le domaine du jeu vidéo, par nature, c'est souvent plus léger, OK? On n'est pas en train de redéfinir, généralement, on n'est pas en train de redéfinir le résultat d'une élection présidentielle ou bon exemple, très bon exemple. Parce que les recommandeurs dans les systèmes, dans les médias sociaux, c'est ce que ça donne. Donc, ça a des impacts hyper importants. Alors, donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est des outils. Puis, je ne sais pas si Maude... Bien, je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis, parce que par rapport, ça dépend des modèles économiques. Bien, ça dépend des modèles économiques en arrière des entreprises de jeux vidéo, parce que quand on parle de jeux vidéo, on parle aussi des jeux gratuits, donc des applications mobiles gratuites, les free-to-play en anglais, et là, c'est un modèle économique complètement différent, basé sur la collecte massive de données personnelles, et la manière dont ça fonctionne, pour faire rapidement, c'est que quand vous installez un jeu mobile gratuit, puis vous lisez, vous avez le courage de lire les formulaires de consentement, on va vous expliquer que le développeur de jeu va prendre seulement les données nécessaires pour la balance du jeu, ce qui est normal, il veut savoir s'il y a des bugs. Sauf qu'il va dire, nous, on fait ça, sauf nos tiers. Et c'est là qu'est le problème. Le tiers, c'est vraiment la porte ouverte, où là, il peut avoir jusqu'à 20 intervenants qui vont aller collecter des données via l'application de jeu mobile. Donc, c'est pas nécessairement le développeur, mais ça va être via ces tiers-là. Et là, en arrière, en back-end, là c'est le Far West. Là. Donc là, il y a des courtiers en données, on transige des données. Ces données-là voyagent. Oui, sont anonymisées, mais il y a des données de géolocalisation sur tous les cellulaires. Par exemple, vos Android, vous avez un marketing ID qui vous identifie très clairement. Et donc, il y a moyen de retracer relativement rapidement votre identité. Et là, ces données-là circulent, existent longtemps et peuvent être réutilisées dans des plateformes telles que Facebook pour mettre des publicités
politique pour vraiment modifier les idées politiques, puis on l'a vu avec Cambridge Analytica, et là, ça devient dangereux. Donc oui, je comprends qu'on parle de Ubisoft, on n'est pas dans ce contexte-là, c'est pas le modèle économique d'Ubisoft, sauf que le jeu vidéo peut aussi mener à une collecte massive de données qui va être utilisée d'une manière très large et qui peut avoir des effets sur la démocratie. Mais je suis absolument d'accord. En fait, tu n'es pas d'accord, mais je suis d'accord. Tu sais, mon nouveau travail, c'est à Waverly, puis on a en fait, nous, on fait, ça ressemble beaucoup à un feed puis qui peut avoir des impacts. Et, par exemple, quand on a un feed Facebook, comme utilisateur Facebook, un Nord-Américain est à peu près autour de $50 par année, ce qu'on rapporte à Facebook en termes de 53 peut-être, en termes de revenus publicitaires. Ubisoft, par exemple, ne joue pas vraiment dans ces plates-bandes-là, tant mieux, puis c'est super. De notre côté, c'est des discussions. Puis je pense que Ubisoft changeait son business model. La même chose se retrouverait que Facebook ou Meta qui veulent maintenant faire dans le jeu vidéo, dans l'environnement virtuel. Je pense que là, ça va devenir hyper délicat. De notre côté, on y réfléchit. C'est quelque chose que quand tu embrasses un business model, c'est vers ça. Si ta monétisation vient des informations de la personne, ben tu vas être incité à en ramasser de plus en plus, à connaître de plus en plus ta personne pour lui vendre du shampoing ou peu importe. Oui, ou même, on peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire quand on collecte des données, si c'est pas nécessairement pour savoir sa marque de shampoing préférée, mais comment il joue, quand il consomme, etc., on peut créer des modèles psychologiques assez poussés. Puis avec des modèles prédictifs, on est capable de prédire à quel moment quelqu'un va acheter un item. Donc là, on peut lui proposer un rabais pour les 20 prochaines minutes, achète tel skin ou tel élément et tout ça. Et là, on peut vraiment manipuler les comportements d'achat. On peut aussi, au moment où on pense que le joueur va se déconnecter, lui envoyer quelque chose, un petit cadeau, tout ça, pour le garder connecté. Donc, on peut aussi avoir des effets sur les comportements addictifs, carrément, et là, garder des temps de connexion beaucoup plus longs. Donc là, on parle vraiment de manipulation des individus, puis on a ces connaissances-là. Et le gros problème, et là, je réponds à Janice, en termes d'acceptabilité sociale, le gros problème de l'industrie du jeu vidéo en général, c'est le manque d'encadrement. S'il y avait un encadrement qui était clair, puis je suis sûre que les gros joueurs voudraient respecter ces règles-là, que tout le monde, on comprendrait quelles sont les limites, jusqu'où on peut aller, mais ça serait rassurant. Et justement, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle dans des contextes très positifs. Entre autres, là, on n'en a pas parlé, mais en termes de modération dans les chats, ça peut être très intéressant d'identifier les comportements toxiques, les paroles toxiques, etc., puis que de manière automatique, on chasse les joueurs qui sont toxiques envers les autres. Donc là, ça peut être vraiment des retombées intéressantes dans le contexte du jeu vidéo, qui est souvent un moteur en avant des développements technologiques, mais utiliser ces technologies-là dans les médias sociaux numériques par la suite. Donc, il y a vraiment moyen là, qu'il y ait un apport très positif de l'intelligence artificielle dans le contexte du jeu vidéo, mais il faut un encadrement, il faut que ça soit balisé. Présentement, l'industrie s'autorégule, et ça, c'est pas normal. Le cinéma, il y a une régie du cinéma, la télévision, elle est encadrée. Pourquoi le jeu vidéo n'est-il pas encadré? Et ça, je pense que ça, c'est une question cruciale. Puis je veux pas aller trop loin, je ne vais pas prendre, là, vous voyez où ça vient me chercher, hein, mais présentement, l'industrie, c'est elle qui va poser les cotes sur les jeux, au contraire des films, par exemple, où c'est la régie qui va donner les cotes. Et l'industrie avait une cote qui s'appelait Children, donc pour enfants, et qui était évidemment plus contraignante, qui mettait en place des lois qui étaient plus contraignantes de protection des enfants, entre autres aux États-Unis, ce qu'on appelle la COPPA. Bien, l'industrie a tellement jamais utilisé cette cote-là qu'elle a disparu en 2018. Et donc, les jeux pour enfants, présentement, même des jeux de 2, 3, 4 ans, mobiles avec collecte de données, les enfants sont protégés comme des 13 ans et plus. Donc, présentement, il n'y a pas de protection pour nos jeunes enfants et donc, ça n'a aucun bon sens. Puis, s'il y avait un encadrement
législatif qui viendrait baliser, ou au moins qu'il y ait un certain encadrement qui soit fait indépendant de l'industrie. Je pense que ce serait bénéfique pour l'industrie parce que les entreprises qui veulent s'y conformer le font probablement déjà, et c'est en fait ceux qui sont ceux qui trichent le plus puis qui finalement profitent de notre méconnaissance du dispositif pour aller collecter des données sur nos enfants, envoyer de la publicité, utiliser des mécaniques de gambling dans des jeux pour enfants, etc. Et donc là, je pense que si on embarque l'intelligence artificielle en plus dans ce contexte-là, on commence à avoir des outils très performants de manipulation des idées, surtout quand on parle d'enfants et d'adolescents qui sont en construction identitaire. Merci. Oui, non, mais c'est bien tout ça. J'aimerais ça entendre Ben un peu, justement, surtout par rapport à l'expérience de l'utilisateur. On en a touché, évidemment, un peu. Ben, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? There's a lot of things there to react to. I'm trying to figure out where to start. Okay. Well, I'm going to start with a message of hope, actually, because there's been a ton of really good points. You can really go dark. I'm going to try and keep it a little bit lighter. I have a nearly 80-year-old father, and he's a musician. And his whole life he creates. He creates music. In his older age, he liked to create videos. Yep. And if any of you have older parents who try and use technology, you know how frustrating it can be to help them with that, right? So he calls me up literally swearing at Bill Gates, like as if Bill Gates is his mortal enemy. And like, why would Bill Gates do this to me? And I'm just like, oh my God, Dad, like it's just Outlook. You hit the send button, like it's not that hard. My father called me up a couple of weeks ago and said, I heard about this AI thing. AI can draw now? Help me. I want AI to draw. I want to draw pictures. Help me make AI to draw. And within an hour and a half, my father, using Disco Diffusion, had created an animated movie with 15 beautiful pieces of relatively abstract art. And he had put it to some music that he had composed back when he was a musician in the 70s. And he had put it up on YouTube and sent it to his friends. Obviously, it takes a little longer than an hour and a half for Disco Diffusion to do its rendering, but you get the point. And his friends sent him kudos, celebrating his creativity. This 80-year-old who doesn't know how to check his email is using AI to generate artwork matched to music that he composed 30 years ago and making videos with it. So yes, data collection, boo, yes, we're gonna, whatever, change the, we're gonna like steal elections because we know so much about toothpastes and what we know exactly who you are. And yes, bad, all of that is bad. But God, is there ever some amazing stuff there as well, right? And of course, if we focus on the worry and we focus on the negativity, we will prevent ourselves from exploring the beautiful. And when I look at my father using it, I get hope that the games of tomorrow, the co-creative abilities of AI of tomorrow, are going to have people who have no creative technical skills creating the content that all of us then get to enjoy. That's the hope for me of the role of AI in video games, way more than, and I let that motivate me rather than the fear of where it could go wrong. But I recognize that I'm... Oui, non, mais c'est bien de rester positif, c'est vraiment le côté que vous regardez le plus. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le panel qui regardent aussi le côté positif de l'AI et qu'est-ce que ça peut nous amener dans le futur? Well, I think I just want to say that I think Ben is absolutely correct, but at the same time, I think what I was asking naively is, and I think you're going to ask us some questions later on about governance, but I think you have to have some checkpoints so that you can have that beautiful side of it and not throw the baby out with the bathwater. And so I really appreciate his point of view, but I also appreciate some of the concerns that we have. Yeah. Je pense que
quand tu travailles avec l'intelligence artificielle, puis quand c'est démystifié un peu, parce qu'on mélange beaucoup de choses, mais je pense que ça l'aide de voir les côtés positifs, comme généralement, quand tu es dans les personnes qui les créent, c'est dur d'être négatif parce que sinon, on va faire d'autres choses. On peut pas... en tout cas, moi, je ne resterais pas dans ce job-là à créer des technologies que je pense qui sont pour détruire l'humanité. Moi, la chose vraiment positive là-dedans qui me fascine, c'est de voir depuis on apprend, en fait, à utiliser ces technologies-là. Il ne faut pas oublier que ça reste nouveau, et dans ce que ça fait pas. Les communications qu'on voit partout, le nombre de vidéos et d'articles qui sortent, ça peut aussi amener de la confusion sur qu'est-ce que ça fait vraiment, c'est quoi les limites, c'est quoi l'usage de tout ça, c'est quoi le niveau de maturité. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que depuis, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse très concrètement à ces sujets-là, et puis il n'y a pas de mode d'emploi, en fait. On a exploré ça, et puis on s'est aperçu des limites de la technologie, on s'est aperçu de ce que ça faisait vraiment, de ce que ça faisait pas, de ce que ça prenait pour le faire. Ouais. Et puis on s'est aperçu que ça pouvait drastiquement changer le métier des gens. Ça nécessitait de leur apporter de nouvelles compétences. Comment est-ce qu'on fait pour amener des nouvelles compétences à un testeur, par exemple, un testeur de jeux vidéo qui a appris à tester des jeux vidéo d'une certaine manière, avec un plan de test, etc. Et puis d'un seul coup, on lui dit, écoute, regarde, la partie plus ennuyante de ton travail, on va l'automatiser, mais c'est super important que tu apprennes à lire un rapport statistique pour être capable de savoir si ce qu'on a trouvé dans les tests qu'on a fait la nuit est grave ou pas. Et ça, on peut le faire qu'en travaillant ces technologies-là avec les gens, et puis essayer de voir comment est-ce qu'on leur donne un sens. Ce que j'ai trouvé super intéressant ces dernières années, c'est que les problématiques qu'on a eues dans le jeu vidéo au niveau de transformation des métiers, au niveau de l'usage des données, toutes ces nouvelles questions-là qu'on avait, c'est des questions qui résonnaient ailleurs, dans d'autres industries et dans d'autres domaines de la société. Et puis, de travailler avec des chercheurs, des chercheuses comme Maud, par exemple, on s'est aperçu que quand on essayait de résoudre des problématiques de comportement de joueurs dans les chats, ce qu'on apprend là, au travers de joueurs, c'est des choses qu'on peut appliquer aussi dans d'autres types d'interactions sociales en ligne, en fait. Et ça, je trouve que cet apprentissage et cette ouverture, c'est quelque chose qui, en plus de cette capacité à ouvrir et à permettre plus de créativité à des gens qui ne sont pas techniques, comme le disait Ben, je trouve que cet apprentissage collectif, c'est quelque chose de riche et sur lequel on peut capitaliser. J'aimerais revenir un peu sur l'expérience de l'utilisateur, puis aussi parler des agents conversationnels. Hein? C'est quelque chose qui, justement, les AI peut aider. Ben, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? So, when you think about the conversational agents, chatbots, or being able to talk to AI, I have to admit that what I personally find the most fascinating is not so much talking to AI itself, the Turing test or whatever. I mean, it's interesting. It's more how AI, I find, can actually be used to facilitate human conversations that could have been toxic, could have been worrying, and AI is being used to, I think, create some really interesting opportunities to add a layer of safety to online interactions. And I would say in the conversations that I've had that have caught my attention, that was where I found it the most exciting, the most interesting, right? Whether you're using AI to
to try and detect toxic behavior, whether it be grooming or others. Obviously, there are certain flags, certain things that people say in these chat rooms that you can train an AI to detect, and it can then be used to help raise a flag to moderators or something. I find that that's really interesting as a technique to help make our online discourse safer for kids and for others. But also, as I think more and more conversation online is moving away from text towards voice and video, I think that's a natural evolution. It's easier to talk than it is to type. I think you see this more and more. You have the potential for people to be harassed because of their sex, because of their gender, because of their age. And I think that blocks a lot of people from wanting to converse online, right? They don't want to tip their hand. They don't want to show that they are, in fact, a 13-year-old girl if they're playing Call of Duty because of the potential for harassment. So if AI is now a tool whereby you can quite literally in real time change your voice, and I know that Eve has some pretty interesting insights into this, where at the click of a button, you're a 43-year-old male. You're speaking in real time as a 13-year-old girl. Your voice is coming out in real time as a 43-year-old male. Well, suddenly now you're on equal ground with these potential harassers, and it can fundamentally change the dynamic. So for me, the uses of AI to help make online discourse a safer place, I think, again, a really particularly interesting area. C'est intéressant parce que il y a beaucoup de craintes envers l'AI, mais à chaque fois qu'il y a un problème envers l'AI, c'est les gens. C'est les gens, le contenu généré par les gens, les problèmes qu'il y a eu avec YouTube, le problème que tu mentionnais. Juste un petit point pour dire que jusqu'à maintenant, les gens sont beaucoup plus impliqués dans le côté obscur de l'AI. Mais là aussi, l'intégration d'agents conversationnels qui utiliseraient l'intelligence artificielle dans les jeux, je pense que là aussi, ça peut être vraiment une belle utilisation en termes justement de diversité des expériences de jeu. Là. Pour les joueurs, vous le savez, quand on arrive devant des personnages non-joueurs puis qu'on voit que tout est scripté, c'est un peu plate. Alors, on imagine que si c'était dynamique, que c'était beaucoup plus en phase avec l'expérience de jeu qu'on est en train de vivre, on aurait quelque chose de plus organique, de plus stimulant, de plus diversifié, de plus créatif. Donc ça, c'est vraiment un aspect très intéressant, mais c'est là où je pense qu'un certain encadrement ou des balises ça deviennent intéressantes, c'est-à-dire il faut qu'on sache que c'est une intelligence artificielle et pas laisser croire que c'est un être humain, parce qu'on sait que dans le domaine du jeu vidéo, les recherches le démontrent, les joueurs veulent jouer contre d'autres joueurs. Si on sait que le même personnage, que le même comportement, c'est une IA, ça n'aura pas le même effet chez le joueur. Donc, les joueurs ont beaucoup plus de plaisir, ils rentrent beaucoup plus dans le flow quand ils savent qu'ils jouent contre d'autres joueurs humains. Donc, on pourrait très bien imaginer une entreprise pas trop éthique, qui ferait croire que c'est plein de joueurs, alors que ce serait des personnages non-joueurs contrôlés par intelligence artificielle. Pour moi, là, ça serait un problème d'acceptabilité sociale si on n'est pas honnête par rapport aux agents conversationnels avec lesquels on discute. Donc, je pense que ça, c'est un exemple où un encadrement avec des règles claires permettrait une belle utilisation de l'intelligence artificielle puis éviterait des dérives. Et la même chose avec le profilage. J'étais très critique par rapport au profilage, mais un profilage au sein d'une expérience de jeu pour voir un peu comment le comportement du joueur opère et tout, pour adapter le contenu. Donc, avec la génération procédurale de contenu, là aussi, comme on disait au départ, c'est super dynamique, ça peut créer des expériences renouvelées, ça peut être très créatif, très organique, etc. Mais si on utilise ces mêmes données-là, mais qu'on utilise ce profilage-là pour justement vendre des items ou manipuler le joueur pour qu'il reste connecté le plus longtemps possible, bien, c'est là qu'on a la même utilisation ou le même dispositif technique, mais avec deux utilisations différentes. Encore une fois, s'il y avait des balises, s'il y avait des règles, si on disait bien, on peut l'utiliser dans tel contexte, mais on ne peut pas l'utiliser dans tel contexte, bien, ça rassurerait les joueurs, puis on aurait moins peur de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, puis d'en faire un bloc monolithique, puis de refuser en bloc toute utilisation, alors qu'il y a des utilisations très, très bonnes et très riches. Donc, l'encadrement, pour moi, est vraiment la clé. Là. Ce qui est compliqué, justement, là-dedans, il y a un jeu
qui est ce qu'on appelle un shooter compétitif, donc un jeu où par équipe les gens se tirent dessus et avec l'objectif de gagner, et qui est un jeu qui n'est pas un jeu d'Ubisoft. Je ne vais pas citer ce jeu-là, mais ils ont mis une mécanique en fait où quand un joueur perd un certain nombre de matchs, il y a une mécanique pour le mettre dans un match où il va jouer contre des intelligences artificielles plutôt que de jouer contre des joueurs. Et ces intelligences artificielles sont un peu moins fortes. Et l'idée, en fait, c'est de lui donner de temps en temps, quand on voit qu'il a perdu un match, 2 matchs, 3 matchs, lui donner une espèce de match récompense pour que le joueur se sente bien, se sente fort. Puis là, ça soulève un vrai problème, parce qu'on ne le dit pas aux joueurs. Alors, l'intention de l'éditeur en question, elle est de dire, mais moi, je veux pas que le joueur se sente mal. Je veux pas que le joueur se sente moins bon que les autres. Alors, de temps en temps, j'essaie de faire en sorte qu'il ou elle ait une expérience positive. Donc, son intention n'est pas nécessairement mauvaise. Par contre, est-ce que c'est correct de faire croire à quelqu'un qu'il ou elle interagit avec un humain ou des humains alors que c'est pas le cas? Donc, c'est toute la difficulté. Ouais, c'est ça. C'est la transparence. L'idée est côté amusement, l'idée est géniale. C'est que, dans le fond, un des problèmes de jouer contre des humains, c'est que souvent, tu as une trop grande friction à commencer, puis quand t'es pas bon, c'est comme jouer au soccer, au foot, là, quand t'es vraiment pas bon, c'est plate. T'as jamais le ballon, tu fais pas de but, tu restes à côté. Mais c'est le problème des PVP, comme on appelle, là, player versus player. Puis la solution est bonne, mais je suis d'accord que la transparence aurait avantage à être au rendez-vous. Parce qu'elle est déjà utilisée de manière transparente quand on rentre dans un nouveau jeu. Il y a plein de jeux où on a une section qui est plus tutoriel, puis c'est clair, tu joues contre des IA, puis tu le sais, puis c'est là que tu pratiques, que tu tires des ballons pour après aller contre d'autres joueurs. Donc, j'imagine Ubisoft va probablement le faire aussi, parce que le tutoriel, c'est une façon statique de procéder, alors que le joueur peut sauter dans le jeu plus rapidement, avoir un petit échec, puis se faire proposer des choses qui c'est plus facile. Et là, donc, tu as une oscillation entre le tutoriel et le vrai jeu qui est vraiment intéressant, par exemple. Mais oui, mais transparence. Clair. Tout est clair pour le joueur. Transparent. Voilà. J'aimerais maintenant parler un peu de gouvernance, puis un sujet particulier, le sujet de la publicité dans les jeux vidéo. On sait que, vous avez sûrement entendu dernièrement que les consoles de jeux vidéo, les Xbox et PlayStation vont commencer à entrer de la publicité. On sait que du côté mobile, ça existe depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de ça et est-ce que l'IA peut aider de ce côté-là? À faire de l'argent. Faire plus d'argent. C'est ça. Défini, aider. Qu'entends-tu par aider? Les entreprises ou le joueur. Donc, en fait, ou les annonceurs. Parce que, en fait, quand tu ne payes pas pour un produit, tu n'es pas nécessairement le client de l'entreprise. C'est sûr que c'est extrêmement risqué, c'est extrêmement... les dérives, on les voit déjà parce que ça accourt dans certains modèles économiques. Donc, c'est sûr. Puis encore là, c'est très opaque. Comment ça fonctionne? Quelles sont les règles? Là, le Québec est en train de passer une nouvelle loi là, de protection des données personnelles. Tant mieux, l'Europe en a passé une, mais il y a encore beaucoup de trous. Les citoyens, citoyennes, on est très peu protégés dans ce contexte-là. Donc, si on veut aller de ce côté-là, je comprends l'argument de dire l'application est gratuite, donc il faut bien qu'on monétise le travail. Oui, très bien, mais il faut le baliser. Puis, encore une fois, il faut que l'utilisateur sache clairement quelles données, comment c'est utilisé, comment elles sont collectées, où est-ce qu'elles vont être stockées, comment elles vont être stockées, quand elles vont être effacées, de quelle manière, etc. Ça, c'est toutes des informations qu'on n'a pas présentement. Donc, quand on parle de modèles publicitaires au sein des jeux vidéo, mais malheureusement, ça vient souvent avec la collecte de données et le profilage. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de penser un jeu Ubisoft au sein duquel on aurait des annonces de chaussures et sans qu'il y ait de profilage, peut-être? On en a vu des exemples de jeux comme ça où il y avait des panneaux publicitaires au sein des jeux. Ça peut être peut-être une avenue, mais c'est la collecte de données qui est le gros enjeu puis qui est très risqué parce que pas encadré. Je pense que ça revient encore à ce qu'on disait sur le modèle économique, en fait. Il y a des manières
intelligentes de le faire, et puis il y a des manières moins transparentes, pour le dire comme ça. Je pense que ça revient toujours sur cette question de la transparence, mais on va se le dire, la publicité dans les produits de divertissement, pour le dire comme ça existe depuis qu'on crée des produits de divertissement. Le placement de produits dans un film, c'est rien d'autre qu'une publicité déguisée. En fait, quand tel héros utilise telle marque de voiture ou telle montre, etc., même si on la voit que 3 secondes à l'écran, il y a d'énormes revenus qui sont faits à partir de ça. Donc après, c'est plus associé à la transparence. Moi, ça ne me dérange pas que tel héros de tel film, de savoir que James Bond utilise une Aston Martin, ça fait pas que j'en achète, d'abord, je vais être clair, mais ça revient à cette transparence-là. Et puis, comment est-ce qu'on l'intègre aussi? On peut l'intégrer intelligemment, une simulation de ville. C'est ça, ça va être important. Ça va être important parce que certains jeux, comme par exemple un jeu de course, si tu as des panneaux de publicitaires, c'est normal, c'est dans la vie courante. Mais si c'était un jeu d'aventure médiéval, est-ce que tu vas de la... Je sais pas, moi, ça va être un peu difficile. That's when you absolutely want to have your get your new iPhone billboard directly there, right? Right after you fought the battle, saved the princess, then you have the billboard for you. Exactly. If I can just really quickly say something about advertising, Rovio, free to play. Yes, this is definitely a space that I know a little bit about. Again, I'll ask people to think about their own personal experiences. You're scrolling Facebook or Instagram or whatever on your phone, and you feel like it eavesdropped, right? It so knows you, and it puts an ad in front of you that's so precise. It's like, come on, you were listening to me. You heard me say I need toothpaste, and then you put toothpaste. I don't like that, right? Nobody likes that. Everybody hates that when we feel like we're being spied on, of course, right? And yes, the more data that is tracked, the more the ads can feel like that. And yes, we absolutely need whatever frameworks and guidelines in place, and again, some of it's being forced, like by Apple and whatnot. It's happening whether the mobile gaming industry wants it or not. Like there are absolutely restrictions that are being put in place, but the content is only part of it, right? Whether it's an ad for an iPhone or whether it's an ad for whatever toothpaste, there's also the timing. And that is definitely a place where AI can help without having close to the same sort of level of invasiveness, right? We can know through the use of AI techniques that cohorts of users who have these play sessions responded favorably to an ad that was placed at this particular time rather than that particular time. We don't know anything about the individual. We don't know anything about your likes, your tastes, your interests. But what we know is what we consider a successful transaction, which is that you watch the ad rather than skipped the ad. You're more likely to do it if we put it here than if we put it there. So, there's also timing. And then, of course, there's also location. In a three-dimensional world, you have way more opportunities for where ads can be placed than in a two-dimensional world, right? And of course, AI can and will be used there as well to say, is it that billboard, that billboard, that billboard, that billboard? Is it this book, that tree? It will absolutely be used to explore the timing and the specific location of advertising without necessarily knowing, oh, I heard you say toothpaste, I'm going to put a toothpaste ad in front of you. Yeah. It's harder in 3D, though. And if you have the control of the camera, you just don't look at the ads. While no, but that's the difficulty of this kind of game for the ads, for the best and the worst. Je parle aussi, point de vue gouvernance, les règles entre les pays ou les régions. Par exemple, des règles qui sont prises en Chine par rapport à l'AI peuvent être complètement différentes qu'en Amérique du Nord. Ben, tu ris et tu veux répondre, c'est ça? Oh, I'm sorry, I was just laughing because when we were having our warm-up of this, the subject of AI came up and we were all sort of like,
who's gonna take the bait? Moi, je peux. Je suis la chercheuse indépendante. Je représente aucune entreprise. Please take it. Non, mais pour dire quelques mots, en termes de collecte de données, comme là, vous avez compris, il y a différents modèles économiques. Donc, de moi, ce que j'ai vu pour avoir travaillé avec quelques grosses entreprises, là, les AAA, ils collectent des données, mais c'est beaucoup pour la balance du jeu puis le BI, le Business Intelligence. Là, donc, ils sont très jaloux de leurs données. Donc, les données ne circulent pas. Ils vont vraiment les conserver. Donc, il n'y a pas d'argent qui est fait avec la transaction des données qui sont collectées sur les joueurs dans les modèles AAA, là. Donc les gros jeux. Les jeux mobiles, ça, je vous en ai parlé, il y a beaucoup de collecte de données qui est opérée et c'est là où il n'y a pas nécessairement d'encadrement, où là, ça circule beaucoup. Un des éléments qui est important de retenir, c'est que des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs de jeux, mais quand vous faites un petit peu de recherche puis vous voyez qui est propriétaire, on se rend compte qu'il y a des grosses entreprises qui possèdent beaucoup de développeurs de jeux. Donc, on pense qu'il y a une multiplicité, mais en fait, il y en a moins qu'on pense. Et donc, ces entreprises-là, elles vont collecter dans tous les jeux et là, elles peuvent les agréger ensemble. Et là, ça commence à faire des bassins de données très, très grands et des entreprises mastodontes, dont Tencent, le chinois Tencent, possède énormément d'entreprises de jeux vidéo extrêmement populaires. Et donc là, c'est sûr que là, c'est opaque. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, comment les données sont collectées, qu'est-ce qui est fait de ces données-là. Et donc, ça suscite toutes sortes de questionnements parce que en Amérique du Nord, avec les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai vu que même en Amérique du Nord, on va se conformer à la loi européenne. Donc, le GDPR, parce que la loi de la protection des données personnelles en Europe, elle a plus de mordant qu'en Amérique du Nord. Mais les entreprises vont s'y conformer parce qu'ils ont des joueurs, des clients qui peuvent se retrouver en Europe et ils veulent pas prendre de risques. Donc, la loi européenne a eu des effets sur les entreprises nord-américaines, mais on ne sait pas en Chine qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a toutes sortes de questionnements comme ça. Puis, si ça peut paraître anecdotique, vous irez voir Tencent, la quantité d'entreprises de jeux vidéo qu'ils possèdent, c'est assez impressionnant. Et donc, il y a vraiment là un enjeu qui est quasi étatique là, en termes de collecte de données sur les citoyens et citoyennes. If I can just play off of that a little bit, there is something very interesting about in Asia, the concept of the super app, which doesn't really exist in the same way here in North America. Tencent, QQ, ByteDance, there are several examples of these super apps. They generally speaking started with messaging. So, when we had text messaging, they had these messaging apps which had all the benefits of, for example, the Facebook social graph, where they can start understanding who your friends are, who your friends of friends are, what your interests are, et cetera, et cetera. Then upon the foundation of that very, very powerful social graph, they can start building additional products and services like, banking, and movies, and whatever, et cetera, et cetera. The money from these, frankly, is what funded most of Tencent's acquisitions, right? I mean, Tencent made money in messaging and super app and is now funneling that into gaming. They're by no stretch of the imagination the only people to do that. And so there's a whole other level of access to information that comes from just the concept of the super app. Whether or not they're collecting data appropriately or not, I won't speculate on. But just the concept of gaming built upon what is effectively a social network, a very, very, very rich, highly used social network with hundreds of millions of users, fundamentally changes what they can and cannot do compared to those of us who might be building a standalone game and shipping it on the App Store, right? We get a few million users and we're happy. If they have 500 million users and they know a ton of stuff about those 500 million users and then offer games to those 500 million users, it's a very, very different situation. Serais-tu le futur de Meta?
Peut-être bien. Peut-être bien. J'aimerais prendre... Almost certainly. Oui. J'aimerais prendre du temps aussi pour l'audience aussi. Si vous avez des questions, je vois des gens qui se lèvent. On a un bon 15 minutes pour prendre des questions. Allez-y, monsieur. Sur la question de vie privée, savoir justement comment les données mobiles collectées, est-ce qu'il y a une certaine transparence dans les conditions d'utilisation, si elles sont revendues ou pas. Je pense en particulier à la géolocalisation. Il y avait aujourd'hui dans la presse, il y a un très bon article sur ce qu'on peut faire avec les données de géolocalisation. Et un exemple qui m'a frappé, c'est le fait qu'aux États-Unis, ça avait déjà été utilisé par des groupes anti-avortement pour cibler des gens à partir des données collectées. Donc là, on peut imaginer que si la loi américaine change, des États veuillent acquérir ces données-là et poursuivre des personnes en fonction de leur géolocalisation dans des cliniques. Donc je me demandais, est-ce que, au-delà de la publicité ciblée qui est un enjeu, il y a surtout l'usage aussi que j'imagine de revendre à des compagnies d'assurance médicaments des risques que des personnes se fassent arrêter parce qu'ils sont allés se faire avorter dans d'autres États et que c'est révélé par leurs données de mobile. Donc est-ce que certaines compagnies disent dans leurs conditions d'utilisation, on collecte les données de géolocalisation, ça peut aller des tiers, ou est-ce que c'est vraiment, comme Maud le disait, plutôt un manque de transparence sur ces aspects-là? Et une autre question que j'avais, c'est, vu que c'est une technologie qui est soumise aux législations sur la vie privée, est-ce qu'il y a eu, par exemple, déjà des enquêtes des commissaires à la vie privée ou des choses qui ont marqué un peu dans le domaine du jeu vidéo, ou pas du tout pour l'instant? Pour la première question là, de ma compréhension, parce que c'est difficile à comprendre, parce que puis on sait que certaines entreprises font quasiment exprès pour que ça soit difficile à comprendre le modèle en arrière. Là. Donc, c'est des fois... mais de ma compréhension, il y a des développeurs de jeux, d'applications mobiles, par exemple, puis qui vont se lier avec ce qu'on appelle un SDK, là, pour le développeur, un kit de développeur. Puis c'est via le lien qui est fait, où là, il y a des tiers qui vont se joindre à là, et eux vont bénéficier des données collectées par le développeur. Donc, dans les conditions d'utilisation, le développeur va effectivement, lui, prendre des données qui sont nécessaires au bon fonctionnement de son application, mais c'est tous les tiers qui vont être liés. Et il y a eu une grosse recherche en Scandinavie, là, je pense en Suède, si je ne me trompe pas, puis ils ont commencé à compter le nombre de tiers, puis il y a des applications, ça peut facilement monter jusqu'à 20 tiers, même plus. Donc, ça, c'est 20 intermédiaires qui vont prendre des données, y compris la géolocalisation, parce qu'il n'y a pas d'éléments particuliers. Là. Donc, et je suis allée consulter une avocate pour me dire est-ce que je comprends bien ou je comprends pas bien. Puis elle m'a dit non, tu comprends bien. En fait, c'est vraiment les conditions d'utilisation sont correctes, mais moi, comme utilisateur, je devrais trouver qui sont les tiers et aller voir les conditions d'utilisation des tiers pour refuser à ce moment-là. Mais je vous mets au défi, 1, de trouver les tiers et 2, d'aller voir sur leur site les conditions d'utilisation. En gros, c'est impossible ou quasi impossible. Donc, pour le citoyen qui veut être avisé, qui veut bien comprendre, c'est extrêmement difficile. Il peut avoir un certain accès à quel type de données va être collecté, mais même là, il y a des fois des applications qui vont même pas dire qu'est-ce qui va être directement collecté, ça va être plutôt un jargon qui va être utilisé. Donc, présentement, un petit jeu qui a l'air très banal et inoffensif peut aller collecter la géolocalisation qui peut être réutilisée dans un autre contexte. Puis c'est ça, les data, les données massives, elles sont décontextualisées, elles sont réutilisées dans d'autres contextes et elles sont croisées avec d'autres données. Alors, on peut l'utiliser dans un contexte politique ou justement anti-avortement, etc., etc. Donc, c'est là où... c'est comme si le petit jeu, la petite application mobile était le cheval de Troie là, qui rentre, puis après ça, on donne accès. Là. De ma compréhension, mais peut-être que Ben aurait plus de détails là, de ce côté-là. Puis ta deuxième question, c'était sur le... C'était dans d'autres contextes, il y a eu des enquêtes de la vie privée. Oui. Est-ce que dans le cadre du jeu mobile, on va dire, est-ce qu'il y a déjà eu ce type d'enquête qui a marqué ou pas encore? Oui, bien, qui n'a pas nécessairement marqué parce que malheureusement, ça n'a pas encore beaucoup d'écho chez le public. Je pense que là, le public commence à de plus en plus conscientiser puis à comprendre l'impact que peut avoir la collecte de données personnelles parce que pendant longtemps, on était dans le « nothing to hide », hein, j'ai rien à cacher, ça me dérange pas, il peut prendre mes données. Là, on comprend jusqu'où ça peut aller, l'utilisation des données personnelles. Donc, ça n'a pas eu un grand écho, mais il y a eu certains cas de jeux mobiles pour enfants, entre autres aux États-Unis, qui
collectaient la géolocalisation, puis ils se sont fait poursuivre. Donc, il y a eu un procès, etc. La loi européenne s'est appliquée à quelques reprises, mais on sait que les amendes sont tellement peu chères, puis tellement rares, que les entreprises, c'est pas assez coercitif. C'est là, mais c'est pas encore assez appliqué. Mais on sait que c'est présent, puis ça devrait l'être. On espère que la loi québécoise va avoir du mordant. Donc, oui, une loi, mais encore faut-il l'appliquer. C'est deux choses distinctes. Il y a souvent, un signe, je pense, qui peut aider à ça. C'est, on revient au modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de compagnies qui sont en fait là pour faire de l'argent sur la capture de données, soit de manière directe, soit de manière indirecte, en utilisant des SDK, etc., en se faisant rémunérer pour ça, et dont le jeu n'est qu'un prétexte, finalement, pour intéresser les gens à donner leurs données. À l'inverse, quand le modèle d'affaires est basé sur du contenu, sur des marques qui ont pignon sur rue, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de régulation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encadrer ça, mais on peut imaginer que ces compagnies-là qui ont un peu plus pignon sur rue et qui ont des modèles d'affaires qui ne sont pas fondés sur la donnée, mais qui sont bien fondés sur le contenu, il y a peut-être un peu moins de risques par rapport à ça. C'est quelque chose, je peux parler pour Ubisoft, on a pris conscience de ça à tel point qu'on s'est doté nous-mêmes en interne de DPO, donc d'équipes qui sont là pour s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises avec les données, parce que des fois ça peut aller vite. Et Maud le sait bien, parce que même dans un cadre de projet de recherche où il n'y avait aucun enjeu ni financier ni rien du tout, je ne pouvais pas donner des données à Maud pour sa recherche, parce que notre département en interne nous a dit non, ça on ne peut pas, il faut aller chercher le consentement explicite des joueurs. Donc il y a une autorégulation qui se fait, mais qui effectivement dépend beaucoup de chacune de ces compagnies, en fait. Merci pour votre question. Prochaine question. Je suis neurophysiologiste et médecin et je travaille notamment dans la simulation, mais avec des boîtes comme Thales, par exemple. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue de plus en plus, c'est l'acte de jouer en virtuel et toutes ces histoires de métavers. Parce que c'est quelque chose qui ressemble de plus en plus aux paradigmes expérimentaux qu'on utilisait et qu'on utilise encore il y a 10-15 ans pour étudier la plasticité cérébrale. En plus, ça s'adresse à des enfants. Je ne suis pas du tout sûr qu'on n'arrive pas à un moment où les techniques qu'on emploie, c'est même pas les données, n'interfèrent pas avec le développement cognitif et sensorimoteur des joueurs. On n'a aucune idée des conséquences à terme. Je voudrais vous interroger là-dessus, et notamment sur le fait qu'il est tout de même étonnant que 80% des gens qui utilisent la réalité virtuelle, les casques, l'utilisent en fait pour les adultes dans le cadre du porn web, et que ça s'accompagne d'un équipement qui s'appelle des sextoys. Et à ce jour, tout de même, un des gros problèmes qui se pose, c'est une crise de la reproduction dans l'espèce humaine. Et que les liens entre les deux ne sont pas établis, mais ne sont même pas étudiés. Et je vous rappelle tout de même qu'il y a un petit problème de ce côté-là. En Chine, où ils vivent littéralement branchés sur la réalité virtuelle, on va passer de 1,4 milliard à 750 millions de personnes avec tout ce que ça induit en 50 ans. Donc, je me ferai l'avocat d'études de cohorte sur les conséquences physiologiques, c'est-à-dire où il est écrit que la physiologie humaine soit compatible avec les outils que vous êtes en train de mettre en circulation. Mais il y a sur les effets physiologiques, moi, je n'ai pas encore vu sur la plasticité du cerveau, sauf que sur les pratiques, absolument. Et là, par exemple, en termes attentionnels, une baisse d'attention, les temps d'attention sont raccourcis. En termes de... Moi, je l'étudie avec des mécaniques dites de gambling. Donc, comment on peut créer des comportements addictifs avec des mécaniques très performantes là, chez un individu qui n'est pas nécessairement à risque au départ. Là. Donc, oui, il y a une manipulation
possible là, des pratiques de ce côté-là. Puis c'est sûr que quand on parle de réalité virtuelle, on a aussi, on tombe dans un autre paradigme là, en termes d'immersion. Là. Donc oui, il y a ce type d'usage-là. Puis on sait que les usages en lien avec la sexualité, le web s'est développé en partie là-dessus. C'est une porte d'entrée qui, les métavers, Second Life, il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est mort, mais non, ça existe encore. Puis il y a une grande partie qui continue à exister parce qu'il y a tout le pan sexuel au sein de Second Life. Et rapidement, dans les premiers temps que ça a été créé, il y avait déjà des services d'escorte et autres au sein de Second Life. Donc là, ça, c'est une autre question. Mais peut-être qu'un usage qui peut vous intéresser, où là, il y a de l'IA, il y a de la réalité virtuelle en contexte médical. J'ai un de mes doctorants qui travaille sur l'utilisation de capter des données biométriques pour changer l'expérience de jeu chez des enfants qui sont malades, donc à l'hôpital, et donc utiliser la réalité virtuelle et le jeu vidéo liés avec leur biométrie pour adapter le jeu, pour les garder attentionnés sur le jeu plutôt que sur le traitement thérapeutique qui a cours. Donc là, on baisse la médication et tout. Donc, il y a aussi des usages comme ça qui peuvent avoir vraiment des effets très positifs, mais évidemment, là, ça pose, on n'en a pas parlé, mais toute la question de la biométrie aussi, là, on tombe encore plus dans des données très, très, très sensibles. Là. Mais je ne sais pas si ça répond un peu à vos questionnements. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. Mais quand j'ai entendu tout à l'heure un de vous dire « C'est merveilleux, il y a une gamine de 12 ans qui instantanément va pouvoir parler avec la voix d'un homme de 40 ans », je m'excuse, en tant que neurologue et psychiatre, j'ai eu les cheveux qui se dressaient sur la tête. Parce que, alors, autant c'est génial peut-être pour éviter le harassment, mais I say it in English, if you have a borderline personality who have tendency to autism or schizophrenia or stuff, and get used to change its voice at will, God knows where it drives us. So my remark is just, it may be time to look at court and to follow court and try to understand what's going on there. Je pense que en fait, je suis pas du tout d'accord avec vous. Oui, non, parce qu'en fait, je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les problématiques d'attention n'a rien à voir avec le jeu vidéo en tant que tel, a beaucoup plus à voir avec les interactions en ligne de manière très générale. Vous avez commencé en disant que les jeux vidéo, ça s'adresse à des enfants. Aujourd'hui, non. Les jeux vidéo s'adressent à une population qui est beaucoup plus vaste, en fait. Et la différence est beaucoup plus aujourd'hui, et qui impacte aussi l'industrie du jeu, mais toutes les industries en général, sur le fait que les jeunes générations... Moi, j'ai pas grandi avec Internet. Je l'ai découvert sur le tard, pendant mes études. Et puis, je travaille aujourd'hui avec des étudiants qui sont nés avec Internet et qui sont nés avec toutes ces manières de communiquer entre eux, d'abord, et puis ces manières d'interagir avec le monde et de découvrir le monde. Et puis, je perçois justement une différence clairement de génération de ce côté-là, bien plus que la question propre aux jeux vidéo en tant que tel. Et définir des cohortes par rapport à ça, oui, mais ma propre perception, c'est que il va s'agir plus de questions de génération plus que de cohortes, ou alors il va falloir vraiment avoir des cohortes très larges. Attendez, je crois qu'on s'est mal compris. Mais est-ce que je pourrais... Je comprends... Moi, j'ai travaillé 20 ans dans le jeu vidéo, puis je comprends absolument je pense que tout le monde a un peu raison là-dedans. C'est bien d'avoir des craintes, parce que... juste une seconde. J'ai des enfants, j'ai un enfant de 8 et 10 ans. C'est probablement ceux dans le quartier qui ont le moins de temps d'écran dans le quartier. Okay? Puis j'ai travaillé dans le jeu vidéo. Puis je comprends. Le problème, c'est que il y a
il y a des tonnes de facteurs qui font que tu as une relation qui est saine ou pas avec un environnement virtuel. C'est comme l'alcool, mais là, on parle d'enfants. Les enfants, les adultes ont de la misère à se contrôler, souvent leur comportement virtuel, leur téléphone, c'est dur à contrôler parce que les jeux qu'on fait sont pour t'attirer, te donner envie de jouer, puis de s'auto-réguler. C'est extrêmement difficile. Puis, on est dans une société qui donne énormément de pouvoir et de contrôle aux parents de modérer ça. Je crois que c'est hyper important qu'il y ait de la recherche qui se fasse pour aiguiller puis éduquer les parents, éduquer les gens. Puis je comprends, je pense que c'est des questions hyper importantes puis il faut y répondre. Moi-même, j'ai travaillé sur Far Cry, j'étais content de travailler sur la campagne. Okay? Parce qu'une campagne, c'est comme un film. Ça a un début, ça a une fin, puis c'est fini. Quand on rentre dans les PVP, où il y a plus d'addiction, c'est là où on développe un peu plus une dépendance, potentiellement, un peu comme on peut le faire de façon raisonnable, puis comme parents, c'est notre travail de couper ça. Mais ça, moi, ça me causait un malaise personnellement, puis je travaille plus chez Ubisoft, fait que je peux en parler. Mais oui, faut continuer à questionner ces choses-là. Encore une fois, je crois qu'on ne s'est pas compris. Je fais beaucoup de recherches en rééducation. C'est probablement une des clés pour la rééducation du futur. Simplement, ce que je dis, c'est que les jeux, avec l'IA derrière, le 360 degrés, la pixelisation, deviennent extrêmement prégnants au point de vue sensorimoteur et qu'il est simplement utile, et chez l'enfant et chez l'adulte, de faire des études de neurophysiologie et des études comportementales qui ne sont pas faites à l'heure actuelle. Et notamment de suivre des cohortes, ce que je voulais dire par cohorte, des gens qu'on suit, pour savoir ce qui se passe. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va trouver. Probablement du bien et du moins bien, et ça permettra d'utiliser mieux les jeux vidéo pour la rééducation et de donner des outils qui permettront d'éviter des phénomènes d'addiction. Ce que j'essaye de dire, c'est que dans l'état actuel des choses, on comprend assez peu ce qui se passe et qu'il serait peut-être temps de s'y intéresser. C'est pas une critique, c'est une question. Non, je l'entends, mais je reste sur le fait que ce sont deux sujets différents. Tout ce qui est réalité virtuelle, par exemple, il faut savoir qu'il y a très peu de jeux en réalité virtuelle. Mais quand je vous dis très peu, là, au niveau marché, c'est tout petit. Et effectivement, il y a beaucoup plus d'usage de la réalité virtuelle pour... Mais alors, plein d'autres choses que des jeux, incluant tous les exemples que vous avez cités. Aussi, on a du côté plus positif, éducation, rééducation. Mais la partie jeux vidéo au niveau de la réalité virtuelle reste un marché, on va dire, ultra niche. En revanche, là où des études ont été faites, et puis y compris par des chercheurs comme Maud, c'est sur l'impact, pas nécessairement physiologique, mais sur l'impact que ça peut avoir sur l'addiction, que ça peut avoir sur l'attention des enfants. Ubisoft a participé à des études comme ça pour essayer de comprendre l'effet addictif que pouvaient avoir certains types de jeux chez des enfants atteints de troubles de déficit de l'attention, par exemple. Alors, ça répond pas à toutes les questions, mais ça fait partie, dans le domaine du jeu vidéo, quand on parle d'addiction, quand on parle de ces sujets-là, ça fait au contraire partie de sujets qu'on documente de plus en plus et sur lesquels il y a de plus en plus de littérature. Effectivement, moins sur la partie réalité virtuelle, mais la partie réalité virtuelle avec le côté des connexions sensorielles, etc., c'est un usage dont l'essentiel se passe finalement en dehors du jeu vidéo, en fait. Aujourd'hui, en tout cas. Merci. Parfait, merci. Merci pour votre question. On n'a plus de temps pour d'autres questions. J'aimerais remercier les panélistes, Ben, Philippe, Janice, Yves, Maud. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir parlé de l'IA dans le monde du jeu vidéo. J'aimerais remercier Time World de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de ce très beau sujet. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Merci. Merci.